Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup Leïla, notre pianiste de ce matin. Merci à vous. On a voulu ouvrir ce DevFest avec un petit côté artistique parce qu'on s'est dit pourquoi pas. J'espère que ça vous aura plu. Je suis accompagné de Thibaut pour la première fois depuis qu'on fait des DevFest. Bonjour à tous, bonjour. Merci d'être venus de si bon matin. Merci d'avoir pris le temps de vous lever et d'être venus là. Encore un merci aussi à Leïla. Thibaut qui est vice-président de l'association Le GDG Strasbourg qui organise ce DevFest depuis maintenant 4 ans. 3e édition puisque... Pardon, j'ai mon téléphone qui sonne. Plus rien ne va. 3e édition en 4 ans, puisque donc on a été interrompu par le Covid d'une année. Mais ça y est, on est de retour, on est là avec vous aujourd'hui. Vous êtes plus de 400 aujourd'hui à être présents sur place. Merci beaucoup à vous. Ça nous fait super plaisir que vous soyez si nombreux pour assister à cette 3e édition de ce DevFest. Aujourd'hui, c'est une journée qui est vraiment dédiée pour les développeurs, pour vous. Il y a des conférences, plus de 25 conférences qui vont se répartir sur toute la journée. Je ne vais pas faire beaucoup plus long, juste quelques points d'organisation. À midi, on va tous se retrouver pour pouvoir manger. Il y aura un buffet. Il y a une partie vegan, une partie classique. Les allergènes seront disponibles également. Si vous avez des questions, vous avez tous les staffs qui ont en t-shirt rose. On a écrit staff derrière en plus. Vous nous trouvez pour la moindre question, pour la moindre hésitation, pour la moindre interrogation. Vous venez nous voir, vous n'hésitez pas. On est là pour vous passiez la meilleure journée possible. Voilà à peu près tout. Pour les salles, on a donc la salle principale qui est ici et les 2 autres salles sont en haut. Vous y accédez par l'escalier, vous verrez, c'est assez simple d'accès. On a 2 autres salles. N'hésitez pas à consulter le programme sur le site internet, donc devfest.gdgstrasbourg.fr. Tout le programme est dessus, le numéro de salle est indiqué. Et si vous avez la moindre question, pareil, on est là avec Thibaut. Voilà. Ok, et merci à tous. Du coup, j'aimerais juste profiter de ce dernier instant. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour me donner tous un peu d'énergie, des bras en l'air, quoi qu'il arrive, enfin quoi que vous pouvez faire, pour prendre une petite photo maintenant que je suis on stage et que vous êtes tous là dispo? Allez, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Vous êtes magnifiques. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Il est temps maintenant de lancer cette première conférence avec Monsieur Solaire, qui va donc arriver sur scène pour nous présenter une conférence absolument passionnante. Je vous prie de l'applaudir le plus fort possible. Alors, quel rêve en grand on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va aller regarder ce qui se passe du côté... Alors, ça, c'est ce qu'on vient de voir. Du côté de la médecine. Parce que, évidemment, on peut faire beaucoup de choses quand on est développeur, mais une des choses qui est très intéressante, et c'est mon domaine, c'est de pouvoir essayer de sauver des vies par un programme informatique. Exemple, l'imagerie médicale. C'est une révolution du siècle dernier qui a permis d'obtenir des images de l'intérieur du corps à partir de coupes scanners ou d'IRM. C'est très intéressant, mais ça ne résout pas tout. Exemple, une patiente, 48 ans, elle a déjà subi 2 opérations du poumon. L'une lui a retiré la moitié du poumon gauche, l'autre un tiers du poumon droit. En 2018, novembre 2018, on détecte une nouvelle tumeur et à partir de l'imagerie telle qu'elle est aujourd'hui, pas de solution opératoire et pas de solution thérapeutique du tout en fait, puisque les chimiothérapies ne fonctionnent pas. Autre exemple, un enfant de 5 ans avec un double néphroblastome, une tumeur dans chacun de ses reins. Le diagnostic qui est proposé, enfin plutôt la thérapie qui est proposée aux parents, on va retirer la moitié du rein droit, on va retirer la totalité du rein gauche, 6 mois de dialyse, au bout de 6 mois, une transplantation s'il est encore en vie et si on trouve un donneur. Et ensuite, une vie d'anti-rejet, 50 ans de survie maximum. 2 exemples différents, mais qui reposent tous les 2 sur un même problème, l'image médicale qui a été analysée. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en pratique, tous les chirurgiens rêveraient de voir le patient en transparence, mais en réalité, on a cette image en coupe. Et cette image en coupe et en niveau de gris, on n'est pas fait pour la voir. Nos yeux sont faits pour voir en couleur et en 3D. Alors on ne peut pas changer la génétique des chirurgiens. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire des iron surgeons. C'est quoi un iron surgeon? Eh bien, c'est tout simplement un chirurgien à qui on va donner des outils supplémentaires, informatiques et robotiques, pour lui permettre d'être plus performant. Alors, j'aborderai que la partie informatique, mais il y a bien sûr en même temps des développements en robotique. Si on regarde ce que l'on peut faire à partir de l'imagerie, eh bien, on peut considérer qu'une image médicale, finalement, c'est comme une photo satellite du patient. Et l'idée, c'est de faire une cartographie. C'est ce qu'on a développé. On a développé une cartographie que l'on peut fournir dans un service en ligne, un laboratoire d'analyse d'images médicales en ligne. Le médecin nous envoie les images. Au sein de Visible Patient, qui est une société localisée à Strasbourg, 50 employés aujourd'hui, l'équipe va utiliser nos logiciels que l'on a développés en interne, qui sont des dispositifs médicaux certifiés dans actuellement 30 pays.
Et ces logiciels vont permettre d'obtenir une modélisation qui va être contrôlée par l'humain, en fait avec un double contrôle pour des corrections manuelles si nécessaire. Les corrections peuvent être juste des ajustements de certains paramètres du programme, ça peut être aussi des corrections directement manuelles, on redessine sur l'image. Le résultat, c'est qu'on peut fournir n'importe quelle partie du corps humain. Et ces parties du corps humain vont pouvoir être utilisées dans un logiciel qui nous permet de planifier l'opération. Qu'est-ce que ça change ? Premier exemple, la patiente de tout à l'heure. Ça, c'est l'image médicale, ça, c'est l'image colorisée, et ça, c'est le modèle 3D. Initialement, pas d'opération possible. On va se rendre compte qu'avec le logiciel, on peut faire des opérations. On va, par exemple, ici, couper la partie inférieure. On voit qu'elle contient la totalité de la tumeur. C'est exactement ce qui a été réalisé. Cette patiente a été opérée le 18 décembre 2018 et elle a passé Noël en famille. Elle n'a jamais eu de repousse tumorale depuis. Deuxième exemple, avec cet enfant de 5 ans. Double tumeur, en couleur, on les voit bien, en vert. En jaune, c'est la marge de sécurité. On voit bien ces énormes pathologies. Alors, on va à nouveau simuler en positionnant virtuellement un clip chirurgical qui va nous permettre de découper la moitié du rein droit, comme on le voit ici. Et on peut faire la même chose donc, sur la partie gauche. Ce qui va être très intéressant, c'est que quand on fait cette simulation sur le rein droit, on se rend compte qu'il reste 39 cm3 de volume. Quand on fait la même chose sur le rein gauche, vous voyez qu'il reste un tout petit bout. Mais ce petit bout, c'est 24 cm3. Et quand je fais la somme 39 et 24, j'obtiens 63. Pour la taille et le poids de cet enfant, un rein normal devrait faire 60 cm3. Ce qui veut dire que si je garde le petit bout qui est en bas, j'ai assez de reins pour vivre. L'enfant a été opéré en janvier 2018. Aujourd'hui, il a 9 ans, il est en parfaite santé. Il a été opéré en janvier, en février, il était à l'école, il n'a jamais eu de problème depuis. Il n'a eu aucune dialyse, aucune transplantation, et il va vivre une vie normale. Voilà à quoi ça sert de faire des programmes informatiques. On peut faire du traitement d'image, on peut faire des logiciels comme celui que je viens de vous montrer pour planifier, on peut faire des simulateurs, et on peut faire demain beaucoup plus. On peut faire des systèmes de guidage de l'opération. Pendant l'opération, ces images peuvent aussi être utilisées. On peut les utiliser sur des smartphones ou des tablettes. Alors, en l'occurrence, dans notre cas, c'est uniquement sur iOS pour des questions de certification, puisqu'on peut maîtriser la machine avec Apple. On ne peut pas vraiment avec Android, puisqu'il y a trop de variabilité du système et du hardware, et donc on ne pourrait pas garantir le fonctionnement idéal sur toutes les machines. On peut aussi le brancher sur un robot. Vous rappelez-vous le Iron Surgeon ? Il y avait du robot. Et donc, on peut tout à fait avoir cette image pendant l'opération. Et là, on est comme le conducteur qui conduit avec son écran tactile à côté. Vous voyez, il va pouvoir avoir la route. On a la cartographie. Et cette cartographie, elle va apparaître dans le champ opératoire qu'il peut utiliser pour opérer. Alors, évidemment, tout ça, c'est bien. Mais vous avez vu dans le petit film, il partage son code. On ne peut pas toujours partager le code, par contre, on peut partager des innovations. Et donc, l'idée, c'est comment faire pour que ce genre d'innovation puisse être accessible à tous. Ce qu'on a fait chez Visible Patient, c'est qu'on a d'abord signé un partenariat avec la société Ethicon. C'est en fait derrière Johnson & Johnson, le numéro 1 mondial dans le domaine. Et aujourd'hui, ils distribuent notre solution dans 26 pays. Et puis, pour que ça soit accessible financièrement, que ce ne soit pas les hôpitaux qui aient à prendre en charge ce poids financier, eh bien, on a fait des partenariats avec des assurances et des mutuelles. Aujourd'hui, en France, 35 millions de Français sont couverts à 100% pour ce type de modélisation. Alors la question, c'est pourquoi ce n'est pas pris en charge par la Sécu ? Eh bien, tout simplement parce que le système actuel de la Sécu n'est pas en capacité d'évaluer ce type de système. Parce que notre système change pour chaque patient. Et c'est comme si je donnais un nouveau médicament à chaque patient. Comment vous pouvez prouver ou vérifier, entre guillemets, en changeant le médicament à chaque fois, dans une étude clinique, que ça va fonctionner. Alors nous, on a trouvé un moyen. On a tout simplement demandé au chirurgien de préparer son acte sans le modèle. Ensuite, on lui a donné le modèle et on a regardé s'il changeait d'avis. Et puis ensuite, on a vérifié au bloc quel était le meilleur avis. Eh bien, sachez que dans un tiers des cas, le chirurgien change d'avis. Dans 100% des cas, lorsqu'il a changé d'avis, c'est confirmé au bloc. Eh bien, ça, c'est pas reconnu par la Sécu, parce que ça ne rentre pas dans leurs critères habituels d'évaluation. Donc, on s'est retourné vers les assureurs. Demain, il y aura peut-être d'autres méthodes, on y travaille, notamment avec la prise en charge de la e-santé. On a peut-être ici une voie possible pour obtenir demain une prise en charge publique.
Vous vous souvenez, dans le petit film, il y a un truc qui se passe à un moment donné, il est immergé, et l'immersion, ça vous parle certainement, parce qu'en ce moment, on en parle beaucoup avec le métaverse. C'est ce que vous avez vu peut-être tout à l'heure avec l'image virtuelle, sauf que là, vous allez le voir dans un autre mode, avec notamment l'HoloLens. Aujourd'hui, on peut utiliser les casques de réalité mixte, et ça nous permet réellement de faire des Iron Surgeons. Cet après-midi, d'ailleurs, je suis à Paris, c'est pour ça que je partirai juste après, parce que je suis au bloc à Cochin, pour les aider sur une opération où ils vont utiliser pour la première fois le casque. Alors, le casque permet de voir en 3D, c'est son premier avantage, c'est-à-dire qu'on peut manipuler, donc on retrouve l'enfant de 5 ans ici, mais en manipulation 3D. L'avantage, c'est que là, cette fois-ci, la perception est tridimensionnelle. Je vous rappelle, on voit en couleur et en 3D, donc avec 2 yeux. Avec ce genre de système, on voit vraiment en couleur et en 3D. Autre avantage, on garde l'environnement visible. C'est des casques transparents. Donc, on n'est pas perdu, on ne va pas tomber, on ne va pas avoir de mal de tête, puisqu'on voit avec nos vrais yeux notre environnement. La seule chose qui est nouvelle, eh bien, ce sont ces modèles virtuels. Comment c'est utilisé au bloc? Je vais vous donner quelques exemples rapides. D'abord... Il faut m'aider, oui, parce que je connais beaucoup. Ah, magnifique, 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 c'est exactement ça. Donc, vous voyez, le chirurgien est en train d'opérer son patient. Pendant l'opération, il va revenir sur le modèle virtuel, parce qu'il est face à des vaisseaux, et que c'est un peu compliqué. Vous voyez tous les vaisseaux qu'il y a dans un poumon? C'est pas toujours évident de savoir quelle est la branche qu'il est en train de couper, ou ce qu'il a devant lui. Écoutez ce qu'il va dire. Ok, j'ai compris. Donc il a dit « Ok, j'ai compris ». Et là, après, il va expliquer ce qu'il voit. Alors ce qui est très intéressant, c'est que le cerveau va mémoriser en 3 dimensions. Et donc quand il va retourner sur le patient, il aura dans sa tête, évidemment, la configuration 3D, puisqu'en plus, il a mis dans le même axe que ce qu'il est en train d'opérer. Évidemment, ce qu'on veut pour l'avenir, c'est plus. On veut ça, concrètement. Ah, c'est dingue, hein, quand même. Là, j'ai l'impression de voir la patiente en transparence, là. Là, c'est dingue, hein, quand même. Là, j'ai plus de patient, j'ai comme si j'avais mon modèle. Tiens, vas-y, mets-le. Là, c'est bluffant. J'ai l'impression que tu travailles sur un modèle virtuel. Surtout, mettez bien vos mains en arrière. C'est top. Hein? Ah, c'est incroyable. C'est incroyable, quand même. T'as l'impression d'être... Tu sais qu'on n'est plus quand t'étais gamin, les lunettes qui voient à travers les gens. C'est... Allez. Et donc, cette vision en transparence qu'on appelle de réalité augmentée, c'est vraiment l'avenir. Il y a énormément de travaux à faire pour que ça puisse être utilisé en routine. Aujourd'hui, on est au tout début de cet usage. Alors, vous avez compris, cet après-midi, je serai à Cochin pour ce genre d'acte. Mais dans l'avenir, ce qu'il faut, c'est pouvoir tenir compte en temps réel de toutes les déformations, notamment appliquées par le chirurgien, et puis les déformations naturelles liées à la respiration. Un poumon, par exemple, quand on l'opère, on le dégonfle. Donc il faut être capable de simuler en temps réel le fait que ce poumon va se dégonfler et réussir à être extrêmement précis dans ce geste. Donc les outils vont évoluer. Et ces outils peuvent servir évidemment pour le guidage, mais aussi pour la formation. Et aujourd'hui, c'est surtout l'usage qu'on en a. Alors, quand on développe, c'est un point essentiel. Il faut être conscient des risques. Vous avez vu, hein, le petit oiseau, il va découvrir tous ces risques. Et puis, vous avez le petit crabe qui, lui, il est totalement conscient des risques, mais il va les surmonter. Être conscient des risques aujourd'hui, ça ne veut pas dire tourner le dos à une vague, parce qu'on n'arrête pas la vague. La réalité, c'est qu'il faut faire face au danger et comprendre et le contrôler. Dans notre domaine, en ce moment, on nous parle beaucoup de métaverse. Métaverse, c'est certainement très intéressant, mais il y a un vrai danger derrière le métaverse, c'est l'addiction. Si on crée des mondes parallèles, virtuels, dans lesquels on peut vivre une vie parallèle virtuelle, il y a un vrai risque d'addiction et de perte du réel. Il faut donc y penser. Il faut penser comment développer des outils qui seront bénéfiques à l'humanité et pas des outils qui vont juste être bénéfiques économiquement à quelques personnes qui vont se faire de l'argent. Quand on développe, on doit aussi penser à ça. Et on doit réfléchir aux conséquences de nos actes. Alors, dans mon domaine, vous comprenez bien qu'on est plus qu'obligé d'y réfléchir parce que toute erreur, tout mauvais usage peut entraîner le décès du patient. Mais au-delà de ce simple usage, il faut vraiment penser à ce qu'on est en train de faire. Le métaverse, c'est un élément. Vous voyez ici une fête d'amis avec des personnes qui sont dans la même salle et qui sont en train de regarder un casque. Ça serait peut-être plus sympa d'enlever le casque, d'avoir une bière à la main dans une Windstube locale, plutôt que de mettre un casque.
Et c'est ça, potentiellement, le danger. C'est de perdre notre humanité. Cette perte d'humanité, elle peut aller encore plus loin. Vous avez peut-être entendu des personnes en parler. Alors Elon Musk, il est rigolo parce que d'un côté, il est contre, mais d'un autre côté, il fait tout pour le développer. Et cette perte d'humanité a été traduite par certains, comme Stephen Hawking, par « on est en train d'ouvrir la boîte de Pandore ». Alors je vais conclure sur cette histoire de la boîte de Pandore. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la boîte de Pandore, donc je vais revenir en arrière. Il y a quelque temps, un certain Prométhée va aller voler le feu à Zeus pour le donner à l'homme. Pourquoi ? Pour le permettre d'évoluer. D'ailleurs, c'est même son rôle à Prométhée, il est là pour surveiller et aider l'homme à progresser. Le seul problème, c'est qu'il a volé le feu à Zeus, donc Zeus n'est pas content. Zeus va l'accrocher à un rocher et un aigle va venir manger son foie tous les jours. Alors au passage, on est en moins 456 avant Jésus-Christ, ce qui veut dire qu'en moins 456 avant Jésus-Christ, il savait que le foie repoussait, ce qui faisait d'ailleurs de cette peine une peine perpétuelle. Comment il savait que le foie repoussait ? Moi, j'en sais rien. Je ferme la parenthèse. C'est pas fini l'histoire de Prométhée parce que Zeus, il était vraiment pas content. Et il veut pas punir que Prométhée, il veut aussi punir l'humanité. Et il veut surtout pas que l'humanité devienne trop indépendante. Alors, il va créer, ou plutôt faire créer Artémis par 6 divinités. Et il va demander à l'une d'entre elles de lui rajouter la curiosité. Et ensuite, Zeus va offrir à Pandore une jarre remplie, il ne va pas lui dire de quoi, mais remplie et fermée. Et il va simplement lui dire, il ne faut pas l'ouvrir. Alors évidemment, comme il a fait rajouter volontairement la curiosité à Pandore, Pandore va ouvrir la jarre, elle va se rendre compte que tous les maux de la terre vont en sortir, et ce que dit le texte, il ne cite que 2 mots, la maladie et la mort. Alors quand on travaille dans le médical, évidemment, ça nous parle. Pandore referme la jarre avant que le dernier mal en sorte. Donc quand on dit qu'on ouvre la boîte de Pandore, ça veut dire qu'on va laisser sortir la dernière chose que Zeus avait mis dans cette jarre. Et quelle est cette chose ? Eh bien, si on regarde le texte, il l'appelle Elpis. Aujourd'hui, on le traduirait comme espoir dans le grec moderne, mais à l'époque, ça voulait dire attendre sans agir. Et là, on comprend mieux. Si vous avez une voiture qui vous arrive dessus et que vous restez figé, vous attendez sans agir, vous avez quand même un fort risque d'être écrasé. L'humanité, à l'époque, pour Zeus, si elle agissait, elle pouvait se rebeller. Mais si elle met toute sa vie entre les mains des dieux, finalement, il garde le pouvoir. C'est pas ce qui s'est passé. L'humanité a évolué, et on le voit bien avec Ulysse, c'est même un combat contre les dieux. Et de ce fait, l'homme a continué à chercher des solutions face aux problèmes sans attendre, en agissant. Eh bien, le risque de l'intelligence artificielle, c'est de retrouver un monde dans lequel on pourra attendre sans agir. Avec de l'IA, on peut détecter des pathologies. On pourrait tout à fait imaginer un monde futuriste, pas forcément si loin que ça, où je suis assis à mon bureau, ma montre sonne, me dit « ne bougez pas », ma porte s'ouvre, un système robotique vient me récupérer, m'installe confortablement dans un fauteuil et m'emmène dans un véhicule automatique qui lui-même va m'emmener vers un centre de soins. Une image va être réalisée, ensuite je vais être endormi et je me réveille dans mon bureau. J'ai été opéré. Sachez qu'au Japon, aujourd'hui, il y a des sociétés d'assurance qui proposent des montres connectées pour suivre plein d'informations sur ses adhérents en contrepartie d'une baisse des frais d'assurance. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils vont pouvoir, grâce à ça, détecter des risques cardiaques, des risques d'hypertension, un certain nombre de risques, et donc pouvoir prévenir ces risques. Le problème, c'est que si on laisse ce monde se développer, à quel moment je choisis ? Au moment où je signe mon contrat avec l'assurance ? Mais si au moment où j'ai un problème, je n'ai pas envie d'aller me faire opérer à cet endroit ? Si au moment où j'ai un souci, j'ai plutôt envie de finir mon code parce que je suis un développeur très comment dirais-je, concentré ? Eh bien, il y a une solution. Il suffit tout simplement de ne pas mettre ce système informatique sous le contrôle unique de la machine. Parce que si on met l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies sous le contrôle de l'humain, c'est exactement pareil que lorsque Prométhée nous a donné le feu.
Le feu, c'est dangereux, on peut se brûler, et on aura des pyromanes, et on voit bien les dégâts que ça peut réaliser. Mais si on le domestique, on devient les êtres humains que l'on est aujourd'hui. On peut évoluer et se servir d'un système dangereux en ayant fait, évidemment, l'analyse pour pouvoir maîtriser ce danger. Le message que je veux vous passer aujourd'hui, c'est que les nouvelles technologies que vous utilisez au quotidien, c'est des armes à double tranchant. Elles peuvent d'un côté sauver des vies, mais à côté de ça, peuvent détruire l'humanité. Il est essentiel que chacun de nous en soit bien conscient pour pouvoir l'exploiter intelligemment. Alors évidemment, vous aurez des personnes qui diront il ne faut pas développer l'intelligence artificielle, il ne faut pas aller vers ce risque. Moi, personnellement, je suis plutôt dans la conclusion du film. Pour réussir, la motivation du succès doit être plus grande que la peur de l'échec. La motivation que j'ai aujourd'hui dans mon quotidien, c'est celle de sauver la vie de nos patients. Je travaille énormément en pédiatrie, et ce qu'on souhaite, c'est que nos patients puissent recroquer la vie à pleines dents. Alors à la question, faut-il prendre des risques ? La réponse est pour moi évidente. Vivre, c'est prendre des risques. L'intelligence, c'est de les maîtriser pour le bien de l'humanité. Merci pour votre attention. Voilà, alors je ne sais pas si c'était prévu une série de questions derrière ou pas. On a encore... Il y a des questions dans la salle ? Oui, bonjour. C'était très intéressant et il y avait un point qui m'a intéressé, c'était la vidéo donc de l'avenir de ce que vous imaginez, de ce que vous voudriez faire. Le fait d'avoir directement le modèle 3D directement sur le patient pour que le chirurgien ait un côté immersif dans de la problématique sur le patient. Et du coup, je me suis posé une question. Est-ce que, vu que du coup, on pourrait, de ce que je comprends, activer, désactiver certaines zones du modèle 3D pour voir du coup l'intérieur, il a l'impression de voir une transparence dans le patient. Est-ce qu'il pourrait y avoir un biais cognitif où en fait le chirurgien se dit ah bah voilà, j'ai ça à manipuler du coup, et il oublie de prendre en compte les autres aspects, les autres organes qui peuvent être autour pour atteindre le truc. La réponse est oui, oui. Et c'est pour ça que l'objectif initial, c'est d'abord et avant tout de faire un GPS. Quand vous prenez un GPS, le véhicule que vous allez prendre, s'il est équipé, va vous dire il vous faut tant de temps pour atteindre la destination. Et potentiellement, vous allez pouvoir faire ça avant même de partir sur votre téléphone, sur votre PC, et dire tiens, j'ai prévu d'aller à tel endroit, et c'est le chemin que je vais prendre. Et puis une fois que vous êtes en chemin, donc ça c'est la planification. Une fois que vous êtes dans la voiture, là vous êtes en train de prendre la route, et il va vous dire tiens, c'est plutôt par là qu'il faut aller. À aucun moment dans une voiture avec un GPS, on vous interdit de changer la route. À aucun moment. Vous pouvez décider de tourner à droite alors qu'il vous dit d'aller tout droit. Par contre, le GPS va vous dire ah, vous allez tourner à droite, du coup, ça va être peut-être plus long, ou à l'inverse, ah, vous avez bien fait, finalement, c'est plus court. Et il va recalculer une trajectoire. C'est exactement ce qu'on est en train d'essayer de faire. Donc, pour pouvoir le faire, il faut être capable de détecter en temps réel la position des organes, des pathologies, des structures vasculaires, et puis plus tard, dans l'avenir, des structures nerveuses, des circuits lymphatiques. Et avec ces informations, l'idée, c'est de permettre au chirurgien de retrouver le chemin qu'il avait prévu lui-même de faire. La planification décide à l'avance ce qu'on va faire. Le guidage opératoire a pour objectif de m'afficher ce que j'ai prévu de faire et de suivre mon plan de vol. Pourquoi faire ça ? Tout simplement parce qu'en pratique, on a des grandes variabilités d'experts. D'un chirurgien qui manque d'expérience à un chirurgien avec plus d'expérience, on peut avoir des ratios incroyables, de 50% de morbidité, c'est-à-dire de complications post-opératoires en plus, chez les chirurgiens qui manquent d'expérience. Or, quand je suis patient, je n'ai pas envie de me poser la question est-ce que je dois aller voir un tel ou un tel, si je ne les connais pas ? Dans mon domaine, c'est un peu différent, je connais beaucoup de monde, donc évidemment, je peux aller voir les chirurgiens qui ont de l'expérience, mais au quotidien, ce n'est pas le cas. Et il faut penser à tout le monde. Donc l'idée, c'était de dire on va niveler par le haut en fournissant des outils qui vont permettre à chacun d'arriver au résultat qui était escompté.
soit en le guidant plus. Évidemment, vous prenez un pilote de rallye, une fois qu'il a pris sa carte, il va vous tracer à une vitesse folle. Le pilote non chevronné va aller beaucoup moins vite. Et ça sera à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on va avoir certainement des différences de temps d'opération. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, les analyses que l'on a avec l'IA nous permettent même de définir à l'avance le temps opératoire en fonction de l'utilisateur. On peut déjà le prédire. Donc c'est en train d'arriver progressivement, ces systèmes, et c'est ça que l'on veut. En effet, le risque, ce serait de cacher une information qui serait présente. C'est un vrai risque. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, au maximum, donner des informations qui sont non visibles dans la vue. Et parce que les informations visibles, il ne faut surtout pas les enlever, sinon on perd nos repères. Oui. Et donc, vous parlez des risques. Aujourd'hui, comment vous gérez cette question quand vous allez voir vos partenaires pour leur dire « Nous, on est une société, on va fournir un outil dont on pense qu'elle va faciliter la navigation, mais la responsabilité à la fin, elle est sur qui? Le chirurgien qui fait une erreur parce qu'il a dérapé ou la navigation lui a mal indiqué. Comment vous gérez aujourd'hui ce genre de questions éthiques, de responsabilité de votre outil? Alors, moi, je vais parler de ce que nous, on fait, à savoir la modélisation 3D. Notre choix, ça a été de mettre l'humain après la machine. On a un système d'IA qui nous reconstruit le patient en 3D et après, on a un double contrôle humain. Et c'est notre responsabilité s'il y a une erreur sur le modèle, pas la responsabilité du logiciel qu'on a nous-mêmes développé de toute façon. C'est la responsabilité de l'humain. Alors, on a des professions paramédicales et médicales dans la société. On a des médecins et des manip radio. Mais voilà, c'est ça la réponse à ça. C'est qu'on met l'humain en choix final et en décision finale. Et donc, par rapport à la question que vous posez, oui, c'est l'humain qui est responsable. Après, si le système vous a donné une mauvaise route, ça veut dire que vous n'avez peut-être pas vérifié avant si la route était correcte ou pas. Et c'est pour ça qu'on a fait des outils de vérification permettant à l'utilisateur de pouvoir déceler s'il y a un problème ou non. Et pour les robots, si on part sur les robots, il y a des systèmes d'autocontrôle pour éviter, par exemple, des gestes trop forts, trop rapides, etc. Voilà. Je suis désolé, je vais m'arrêter parce que je dois aller prendre mon train. Donc, je vous souhaite une bonne continuation.